Chapitre 3. Le 19e siècle, le renforcement de la différence des sexes. Le 19e siècle est très dur pour la condition féminine. Empire et Restauration travaillent à inférioriser les femmes, légalisant la hiérarchie des sexes en la justifiant par des discours scientifiques, philosophiques et religieux. Penser l'infériorité de la femme. Les philosophes de l'Empire et de la Restauration réaffirment la faiblesse naturelle des femmes et prônent leur maintien au sein d'une famille dominée par l'autorité du père. Les médecins, vecteurs de l'idéologie bourgeoise, confortent ces dires avec leur savoir scientifique. Légaliser l'infériorité féminine. Le Code civil légalise la hiérarchie des sexes en faisant de la femme mariée une éternelle mineure dépendante de son mari. Le poids du religieux s'accentue encore sur les femmes sous l'Empire et plus encore sous la Restauration. Sphère privée, sphère publique. La suppression du divorce en 1816 enferme les femmes dans la famille. Le mariage devient la grande affaire de leur vie. La consolidation des deux sphères s'inscrit dans l'espace en une géographie sexuée des lieux. Penser l'infériorité féminine. La réaction philosophique. La période napoléonienne, consulat et empire, et le long du XIXe siècle, 1815-1914, produisent des discours philosophiques favorables à la hiérarchie des sexes. Ils travaillent en faveur de l'idéologie bourgeoise qui assigne à chaque sexe un rôle précis. Cette parole est dominante, les voix des femmes qui s'élèvent contre cette entreprise sont rares. Madame de Staël, les journalistes des quelques numéros de l'Athénée des Dames, paru en 1808. La caricature de l'antiféminisme. En 1801, un disciple de Rousseau, Sylvain Maréchal, l'un des rédacteurs du Manifeste des égaux de Babeuf de 1796, fait paraître à Paris un projet de loi portant la défense d'apprendre à lire aux femmes, réédité en 1853. Ce projet fictif se compose de 113 considérants et 82 articles. S'il est à l'évidence une provocation, il est représentatif de l'état d'esprit de l'époque et s'insère dans les débats du moment. Le code civil est en préparation, la question de l'alphabétisation populaire, pensée certes au masculin, est posée. Les considérants qui justifient les principes exposés dans le texte se fondent sur deux concepts clés de la nature et de la raison. La différence des sexes est dite créée par la nature, elle a donc un sens, elle est un chef-d'œuvre comme toutes ses productions. Elle postule un usage différent de la raison selon les sexes, une sexualisation ordonnée par la raison. La raison veut à l'homme l'épée et la plume, à la femme l'anguille et le fuseau, à l'homme la massue d'Hercule, à la femme la quenouille d'Omphale, à l'homme les productions de génie, à la femme les sentiments du cœur. Sylvain Maréchal, projet de loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes de 1801. Le domaine des femmes est le privé. L'article 55 précise que les femmes continuent à renoncer au droit de cité dont elles ne sauraient remplir les devoirs. C'est ne leur reconnaître qu'un usage pratique de la raison. Cet écrit inaugure une anthologie de textes misogynes qui déprécient tout au long du siècle les femmes dans une unanimité qui lie vaudeville, caricatures et chansons grivoises à la poésie, la philosophie et la science. La restauration familialiste. Les traditionalistes, en restaurant la monarchie, retrouvent aussi la figure du roi-père et souhaitent pareille organisation au sein de la famille. La politique d'alliance du trône et de l'autel revitalise la morale catholique et ses préceptes en matière de famille et de rôle des sexes. Selon le philosophe Louis de Bonald, la France doit mettre fin aux doctrines révolutionnaires, rétablir la religion, la sûreté du trône, le bonheur de la nation et le bon ordre des familles. La hiérarchie entre les sexes est donc au cœur de l'organisation de la cité. À l'évidence, cette construction liée au genre est présentée une fois de plus comme naturelle. Cette hiérarchie dite naturelle soumet la femme à l'homme et impose la sexuation des rôles. La femme est destinée à l'utilité domestique et son ascendance sur les affaires publiques depuis le XVIe siècle explique aux yeux du penseur de la Restauration la décadence de l'État. Aussi l'éducation donnée à chaque sexe doit-elle correspondre à ce que la nature ordonne. La cible principale de Bonald est le divorce, dont il veut la suppression. Joseph de Maistre voit aussi dans le renforcement de la famille traditionnelle un moyen de retourner à l'ordre naturel, c'est-à-dire théocratique, avec lequel la révolution jugée satanique a rompu. Dans ce concert, la science n'est pas en reste.
La parole scientifique, vecteur de l'idéologie bourgeoise. Le développement de la médecine au XIXe siècle, sa scientificité reconnue, donne à la parole médicale force de loi. Les médecins tirent de leur savoir un réel pouvoir, d'autant que leur présence se banalise. Ainsi pénètre peu à peu dans l'intimité des foyers le médecin de famille, si bien nommé. La réaffirmation de la faiblesse féminine. Les médecins reprennent les théories de leurs prédécesseurs. Ils la précisent et contribuent à la mise en place de stéréotypes. Il se pose en moraliste, liant étroitement le physique et le moral. Je répète, il se pose en moraliste, liant étroitement le physique et le moral. Exemple, les rapports du physique et du moral de l'homme du docteur Cabanis de 1803. Julien-Joseph Virey montre dans de la femme sous ses rapports physiologiques, moraux et littéraires en 1823, une femme toujours proche de l'enfant, vouée à la procréation, que la culture et la civilisation détériorent quand elles bonifient l'homme. L'ensemble de ses productions dessine la femme. Au physique, elle se caractérise par sa faiblesse, celle de son squelette, mais aussi celle de son cerveau qui, à en croire le docteur Moreau de la Sarthe, dans son Histoire naturelle de la femme en 3 volumes de 1803, l'empêche d'avoir des vues amples. Sans cesse comparée à un mammifère, la femme est vouée à la maternité, comme le prouve le rythme de son corps. Éternelle malade de par sa physiologie, la femme n'est plus encore si elle ne se marie pas. Donc éternelle malade par sa physiologie, la femme est plus malade encore si elle ne se marie pas. Elle encourt alors le risque de tomber dans des comportements qui hésitent entre la maladie et le vice. Masturbation, érotomanie, nymphomanie. Être célibataire signifie ne pas être femme. Le dictionnaire des sciences médicales édité de 1812 à 1822 par Pankouk est ainsi communément appelé, rédigé par toutes les sommités de l'époque, n'hésite pas à affirmer que la femme n'est pas en état d'exister par elle-même. Elle se voit contrainte de fortifier sa propre existence de celle des êtres environnants. L'acte d'amour, se confondant avec la procréation, le plaisir féminin est désormais nié. Le physique détermine les caractères moraux de la femme. Sa faiblesse nerveuse est contraire à la réflexion, à la concentration, au génie. La femme est, par nature, frivole, versatile, crédule. Elle est de ce fait dévote et superstitieuse. Ces définitions de la femme sont confirmées et donc confortées par les aliénistes. La femme, une folle en puissance. Au début du XIXe siècle naît l'aliénisme, qui connaît son âge d'or entre 1838 et 1860. Je répète, au début du XIXe siècle naît l'aliénisme, qui connaît son âge d'or entre 1838 et 1860. Ses fondateurs, comme Pinel ou Esquirol, en viennent rapidement à différencier une folie masculine et une folie féminine. Si la folie masculine apparaît conjoncturelle, conséquence d'excès de boisson, de déboires professionnels, la folie féminine est, elle, chevillée à la nature même de la malade. Elle est folle parce qu'elle est femme. Sous la domination de son sexe, la femme est en équilibre instable. Puberté, menstruation, grossesse, ménopause sont autant de moments à haut risque. L'utérus baladeur, capable d'émigrer jusqu'à son cerveau, est le grand responsable de l'aliénation féminine, dont l'hystérie serait une spécificité. Les femmes internées souffrent en réalité de l'hypémanie, aliénation caractérisée par l'abattement et le manque de tout désir. Les travaux de Jean-Martin Charcot, qui pourtant estime que l'hystérie peut être aussi masculine, contribuent par la théâtralisation des femmes malades et de leurs crises à inscrire dans l'imaginaire l'hystérie comme inhérente à la nature féminine. Il faut donc entourer la femme de garde-fous, l'éloigner de tout facteur aggravant tel la lecture, le travail intellectuel et, par extension, l'activité politique. Les médecins théorisent donc l'infériorité de la femme, la posent comme une vérité scientifique, elle est ainsi inattaquable. Légitimer l'infériorité féminine. La rédaction du Code civil. Le Code civil, élaboré entre 1800 et 1804 par la volonté de Napoléon Bonaparte, s'inscrit dans la rédaction entamée sous le Directoire. L'influence de Napoléon Bonaparte. Aux yeux de Napoléon Bonaparte, marqué par la mentalité méridionale, les femmes sont des êtres inférieurs, soumises en tant qu'épouses, respectables en tant que mères. Il pense que l'on doit apprendre à la femme qu'en sortant de la tutelle de son père, elle passe sous la tutelle de son mari. Sa destination est de donner des enfants à son conjoint. Donc son but est de donner des enfants à son conjoint.
Le propos est résumé en une métaphore restée célèbre. La femme est sa, je cite, propriété comme l'arbre fruitier est celle du jardinier. Fin de citation. Enfermées dans des fonctions privées, les femmes ne doivent pas recevoir une instruction, mais être élevées dans une stricte morale, car elles sont considérées comme les responsables des mœurs dissolues du directoire. En conséquence, elles doivent être totalement exclues du politique, leur participation perdrait les États. Pour le premier consul, les seuls biens des femmes sont la séduction, la grâce et la beauté. Un état d'esprit partagé. Les idées de Napoléon Bonaparte, que partage le principal rédacteur du Code civil, le provençal Jean Portalis, sont dans l'air du temps. Portalis déclare que la femme a une rénovation du mariage dans laquelle doit dominer une seule personne, le mari, chef du foyer, pouvoir naturel d'un être complet, l'homme, sur un être imparfait et spirituellement corrompu sans maturité, la femme. Il ne s'agit nullement de tyrannie, mais de bonté protectrice. Aussi affirme-t-il que l'obéissance de l'épouse à son mari est un hommage au pouvoir qui la protège. Les membres du Conseil d'État approuvent dans les grandes lignes l'analyse de Portalis. Le seul débat porte sur la capacité des femmes à administrer leur patrimoine. L'infériorité matrimoniale des femmes. Le mariage est un contrat régi par la loi et soluble. Le Code civil rejette hors de la loi les mariages uniquement religieux. Les mariages civils précèdent les mariages religieux, un sacrement. Donc le mariage civil précède le mariage religieux, un sacrement. En tant que contrat, le mariage peut être rompu, le divorce institué en 1792 est donc maintenu, mais les motifs de l'autorisant sont limités à l'adultère, cause suffisante pour le mari mais nécessitant pour l'épouse que la concubine soit entretenue à domicile. Aux excès et injures graves, à la condamnation à une peine afflictive ou infamante ou au consentement mutuel strictement réglementé. Mari ou maître. L'inégalité entre les époux au sein du couple est inscrite dans le Code civil. Conséquence de la fragilité des femmes, le mari est le juge souverain et absolu de l'honneur de la famille. Il doit donc protection à sa femme, en retour, celle-ci lui doit obéissance, terme qui assimile la femme à l'enfant, article 213. Elle doit suivre son mari et habiter avec lui. L'épouse perd son identité pour endosser celle de son époux. Elle acquiert sa nationalité, elle porte par usage son nom à la place de celui de son père, en une sorte de prêt, puisqu'en cas de divorce, elle retrouve son nom de jeune fille. Ainsi, la femme n'a-t-elle jamais une identité propre. Elle est fille de, épouse de, veuve de. Les deux conjoints se doivent fidélité, mais l'infidélité d'une épouse est jugée plus grave car elle peut mettre en danger la famille en y introduisant un enfant adultérin. L'adultère, sur plainte de l'un des conjoints, donne lieu à un jugement car il est aussi un délit. Celui d'une femme est aisément reconnu car le plaignant a le droit d'avancer tout type de preuves. Celui du mari ne peut être admis que par flagrant délit ou par l'existence d'une correspondance entre deux amants. Condamnable dans tous les cas, l'adultère féminin est passible de 3 mois à 2 ans de prison. Article 337 du Code pénal de 1810, modifié en 1870, les 3 mois de prison deviennent alors compressibles. Son partenaire encourt la même peine, aggravée d'une amende de 100 à 2000 francs. Condamnable uniquement si la maîtresse est entretenue au domicile conjugal, l'adultère masculin est puni d'une amende de 100 à 2000 francs. En conséquence, l'homme, mari et père, a le droit, le devoir même, de surveiller sa femme, contrôle de sa correspondance jusqu'en 1938. Il est autorisé à joindre la force à l'autorité avec, précise le code, modération. En cas de meurtre de l'épouse ou de l'amant à la suite d'un adultère flagrant, délit au domicile, le mari est excusable selon l'article 324 du Code pénal, dit article rouge, car il est plus malheureux que coupable. Cette indulgence ne s'applique pas à l'épouse, trompée et meurtrière. Puisque le but du mariage est la procréation, les relations sexuelles sont un devoir conjugal. La finalité de l'union conduit au rejet de l'homosexualité, jugée hors norme et contre nature. Le célibat est aussi mis à l'index. Le pouvoir du père. Tout enfant né d'un couple marié est considéré comme celui de l'époux. La recherche en paternité est, depuis la Révolution, interdite et le reste jusqu'en 1912. Donc tout enfant né d'un couple marié est considéré comme celui de l'époux. La recherche en paternité est, depuis la Révolution, interdite et le restera jusqu'en 1912. Le mari est donc en quelque sorte le propriétaire de l'enfant à naître
Aussi, s'il décède, un curateur de ventre est désigné pour veiller sur la femme enceinte. L'autorité paternelle est aux mains du père, la mère le remplace s'il est déchu de ses droits, absent ou interdit. La veuve devient, sauf disposition prise par le défunt, telle l'instauration d'un conseil de famille, tutrice légale. La représentation de l'adultère participe au renforcement du pouvoir du mari et de la protection de la famille. L'incapacité civile de la femme mariée. Le patrimoine familial. En l'absence de contrat de mariage, le mari, en tant que chef de la communauté, a tout pouvoir sur les biens communs. Article 1421. Les biens propres de la femme sont administrés par le mari, mais il faut l'accord de celle-ci pour en disposer. Comme en bien des cas, le droit a peu à voir avec la pratique sociale qui, dans les classes moyennes ou populaires, fait de l'épouse le ministre des Finances du couple. L'absence de droit des femmes. L'épouse doit, en de multiples occasions, avoir l'accord de son mari pour agir. Pour tout acte juridique, passer un examen lorsque le cas se présentera, travailler, disposer de son salaire jusqu'en 1907, ouvrir un compte, posséder un chéquier, obtenir des papiers officiels, prendre un engagement artistique, etc. Garant de la famille, pivot de l'ordre social, du patrimoine, de la moralité et du pouvoir masculin, le droit se désintéresse de la femme non mariée. Dépendante du père lorsqu'elle est mineure, son célibat la rend civilement incapable, mais elle est dans la pratique marginalisée par et dans la société. Sphère privée, sphère publique. La suppression du divorce. Les théories traditionnalistes, la politique d'alliance du trône et de l'autel renforcent le mouvement antidivorceur. Dominé par les catholiques qui voient dans le mariage un sacrement indissoluble. Député Bonald accuse le divorce d'affaiblir l'autorité maritale, d'accorder trop de place aux sentiments, notamment à l'amour, générateur de désordre pour la famille et l'État. La suppression du divorce est votée en 1816. Le mariage, une destinée des femmes. Une destinée programmée. Dès la plus tendre enfance, la fillette sait que sa destinée se confond avec le mariage et la maternité. Contes, jeux, éducation œuvrent à lui faire intégrer ce modèle. Dans la seconde moitié du siècle, le poupon, médiateur éducatif, détrône les poupées coquettes, figurines de la bourgeoisie élégante. Avec l'âge pubère qui rend les jeunes filles bonnes à marier, débute le temps de l'attente. La communion en toilette paraît préfigurer le mariage et donne à voir à la communauté masculine des adolescentes à la blancheur virginale, enrubannées pour séduire. La pratique de la marquette, le marquage en rouge de ses initiales, couleur du sang menstruel qui fait de la fille une femme en devenir, si fréquente, la coutume campagnarde de passer l'hiver de ses 15 ans chez la couturière pour y faire son trousseau, sont aussi des rites de passage qui soulignent l'objet de l'attente. Manuel de civilité et traité d'éducation, destiné surtout aux filles dites de bonne famille, rivalisent de conseils et de méthodes aux mères qui doivent former la jeune fille idéale, embryon d'épouse et de mère parfaite, en lui transmettant des savoir-faire adaptés au milieu social et aux bienséances, qui ordonnent aux femmes de la bourgeoisie de savoir tenir leur rang et leur rôle, et à celles des classes populaires de tenir leur ménage. Ils ne pensent pas les femmes hors du foyer et font montre d'une belle ignorance de la réalité quotidienne des femmes du peuple. Ces pratiques, plus que les préceptes du Code civil, imposent le modèle de l'épouse et de la mère comme le seul pensable et acceptable, si bien des demoiselles que les peintres dessinent éthérées, semblent attirées sous l'influence de leur éducation religieuse par une mort précoce, promesse de pureté éternelle. Nombreuses sont celles qui partagent les rêves d'une Emma Bovary, 1856. Aussi, le temps qui passe est une source d'angoisse. Dans la bourgeoisie, après la 3e saison de bal, la jeune fille est regardée comme une laissée-pour-compte. En milieu populaire, où le retard au mariage est souvent une pratique de contraception détournée, la Sainte Catherine permet aux jeunes filles en mal de mari de faire une dernière fois la fête tout en coiffant le symbole de leur infortune. La rudesse de l'expression laissée pour compte, les caricatures des vieilles filles, l'incontournable cousine bête, 1846 de Balzac, stigmatise les femmes seules, restées filles donc. Par la seule force de l'âge, le jeune garçon devient jeune homme, puis homme. Même vieux garçon, sa virilité est rarement remise en cause. On le suppose appartenir à une sociabilité masculine qui ne déteste pas la paillardise. La fille devient jeune fille par la menstruation, mais elle n'accède au statut de femme que par le mariage.
À l'homme, on sert du monsieur, quelle que soit sa situation matrimoniale. À la femme non mariée, on donne du fille ou du mademoiselle comme au temps de son enfance. Une maternité hors mariage lui vaut d'être appelée fille-mère, terme qui véhicule mépris et rejet. Une destinée organisée. L'enseignement participe à cette formation des filles et à leur destinée. L'enseignement participe à cette organisation des filles à leur destinée. Cours de cuisine et de couture, cours ménagers pour les filles des milieux populaires, cours d'art d'agrément, comme danse, piano, broderie, etc., dans les milieux aisés. Les demoiselles sont élevées dans l'ignorance de leur corps. Les premières règles sont parfois vécues de façon traumatique et de la sexualité afin de préserver la pureté morale et la virginité. Donc, les premières règles sont vécues de façon traumatique, dont l'exaltation est renforcée par la promulgation en 1854 du dogme de l'Immaculée Conception, précepte que ne partagent pas les protestants. L'urbanisation et l'industrialisation favorisent l'ignorance en éloignant les jeunes filles du spectacle initiateur de la sexualité des animaux. Les lectures interdites, les confidences les plus grandes, les appels du corps tuent limitent la réussite de ces projets. Les rares confidences des jeunes bourgeoises qui rédigent dans la nouvelle intimité de leur chambre des journaux conviés par les religieuses des écoles en pensionnat à cette introspection morale pour se conformer aux principes chrétiens, poussés aussi par le besoin de se dire en ces temps d'adolescence, les font apparaître moins prisonnières de cette éducation convenue que ne le souhaitaient les parents. La répartition sexuelle de l'espace. Une géographie sexuée de l'espace se dessine. Les réunions politiques, intellectuelles, militaires sont le domaine des hommes. Bars et cafés, salles de billard et clubs ne sont pas fréquentables par les femmes de bonne moralité, si ce n'est parfois accompagnées. Le développement du sport ne concerne en ses débuts que les hommes dont il valorise la virilité musclée. La sociabilité féminine a aussi ses lieux. La circulation de la femme du peuple privilégie la rue, la marche et le lavoir. Les femmes des classes aisées se retrouvent surtout à l'église, au salon de thé, à leurs bonnes œuvres et dans les grands magasins dans la seconde moitié du siècle. L'église est bien davantage un lieu féminin que masculin. L'entreprise de rechristianisation que mène le clergé s'appuie sur les femmes, et ce depuis le consulat et l'empire, qui n'étaient pas opposés à l'emprise de l'église sur la société, et en particulier sur les femmes. L'Église catholique compte sur elle pour transmettre la foi et assurer l'éducation chrétienne des futures générations. Elle confère aussi aux femmes un rôle majeur, dont un pouvoir spirituel, auquel elle se montre très attachée. Synthèse. Philosophes, médecins, politiques renforcent l'infériorisation des femmes rendue légale par le juridique. Le Code civil soumet l'épouse à l'autorité de son mari et fait d'elle une mineure perpétuelle. L'éducation prépare les jeunes filles au seul dessein que la société, profondément marquée par la pensée de l'Église, leur assigne, celui d'épouse et de mère. Rôle qui les cantonne dans la sphère du privé, que la suppression du divorce en 1816 consolide.